l'histoire de Charette que je raconte dans le roman de Charette. Petite parenthèse, naturellement, le roman de Charette n'est pas un roman. Je n'ai rien inventé. Je n'ai pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est la vie de Charette qui est un roman. Alors, quel est ce roman? C'est l'histoire d'un jeune breton mangé de timidité, qui ne sort pas de chez lui, c'est-à-dire de la Contrie à Couffet, dans l'actuelle Loire-Atlantique, et qu'on surnomme dans sa famille et dans son voisinage le hérisson. Il passe le plus clair de son temps à composer une armée de grillons dans la compagnie desquels il trace le cercle exclusif de ses amitiés. Il parle aux grillons. Voilà le petit Charette. Sa sœur Marianne, son frère Louis Marin, son père, sa mère se désolent. C'est un temps où la famille Charette est invitée chez les Monty de Rezé, chez les Duchaffaut, à la Guillonnière, dans le Bas-Poitou, à Nantes, bien sûr, chez toutes les familles nantaises. On traîne le petit François Athanase, qu'on appelle Athanase. C'est toujours le deuxième prénom qui compte, comme pour Chateaubriand, René. Athanase. Lui n'aime pas son prénom, il dit « Pourquoi on m'a donné un prénom de grec ?» Il ne sait pas que ça veut dire éternel. Athanase. Alors voici ce petit Athanase, le hérisson. Alors on va le brutaliser, le brusquer, on va, sans lui demander son avis, on l'envoie aux Oratoriens à Angers. Il ne supporte pas la pension, il est nostalgique de Couffet, et puis à 16 ans, on demande son avis au parlementaire, comme on l'appelle, c'est-à-dire le doyen du Parlement de Bretagne, qui est l'oncle Charette, qui descend de Rennes régulièrement pour venir à Couffet. Il raconte des histoires bretonnes. Le père de Charette dit à la famille, c'est l'oncle à la mode de Bretagne. Charette se dit, comme il est à la mode de Bretagne, il va mettre la Bretagne à la mode. Donc, il écoute les histoires de Quicangrogne que sait raconter le parlementaire avec ses lunettes sur le bout de son nez, parce qu'il est juge. À l'époque, le parlementaire, c'est un juge, et que les juges voient le dessous des choses grâce à la posture de leurs lunettes. Et donc, à un moment donné, il arrive à la famille Charette, ce qui arrive dans toutes les familles aristocratiques de l'ouest de la France, il n'y a pas la place pour deux. Le premier a les terres, le deuxième a la mer. Le premier va labourer la terre et le deuxième va labourer la mer. Ce qu'explique Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Et donc on dit à Louis Marin, qu'est marin, tu seras fantassin, et à Charette, tu seras marin. Le parlementaire emmène Charette à Brest. J'ai découvert sa logeuse, rue de Siam, Madame Dubois. Et c'était pas quand même un très gros travail à faire que moi, si on me demande tel énarque, ben, il y a un annuaire. Je regarde s'il est dans ma promotion, voilà.
François Hollande, que je connais au Conseil de révision. Donc là, il suffisait de chercher la promo. Donc 2 mai 79, Charette arrive. La plupart des marins de cette époque sont des enfants du corps. C'est-à-dire, ce sont des fils, petits-fils de marins. Donc vous trouvez Bobril, Montcalm, Bayard, des noms comme ça. En fait, c'est un mausolée d'histoire de France. Et puis, Charette est tout seul, il ne connaît personne. Ils se connaissent tous entre eux, mais Charette ne connaît personne. Naturellement, il y a Chateaubriand, il y a Lascaz. Là, dès les premières sorties en mer, le médecin du bord, le chirurgien du bord, le docteur Robillard, que Charette va maudire, met sur le journal de bord un élément que j'ai retrouvé, qui est à la portée de tout à chacun. François Athanase Charette de la Contrie, 2 points. Complexion délicate, inapte à la mer, inapte à la guerre. Au bout de 3 sorties, il y a ce qu'on appelle le jeu de l'écureuil. On met une cage au milieu du pont, et puis on ouvre la cage, il y a un écureuil qui sort, et Mathurin-Goisec, le quartier-maître, dit maintenant, petit gars, celui qui ramène l'écureuil aura double ration de biscuits de mer. Les biscuits de mer qui sont chargés de passagers clandestins, des verres. Mais c'est bon, même avec des verres, quand on a faim. Et quand on a soif, on va boire au charnier. Le charnier, c'est l'eau. L'eau est potable avant le départ, elle ne l'est plus en mer, mais elle le redevient au bout de 3 mois. Elle tourne. Bon. Et Charette, lui, à un moment donné, on le descend à terre et on le confie à des pêcheurs de Brest pour le faire tourner dans la rade, où il y a moins de vagues quand même. Mais même dans la rade, il a le mal de mer. Et il est en uniforme. Il y a tous les peintres de Brest qui cherchent des sujets, notamment la famille Ozanne. L'aîné des Ozanne est parti à Paris, appelé par le roi Louis XVI, qui lui demande des maquettes de 3 mâts, de 110 canons, etc., à Versailles. Et le petit frère Ozanne, lui, est chargé des enfants du corps. L'un est chargé des enfants du roi et l'autre des enfants du corps. Et les peintres, ils voient ce jeune homme en uniforme dans une barque avec un marin pêcheur, ils le peignent. Et un soir, quand il revient chez Madame Dubois, il entend toute la tablée, parce qu'ils sont une trentaine chez Madame Dubois, qui dit « Ah, le marin de gravure ». Donc le surnom de Athanase, c'est le marin de gravure. Donc il écrit à sa famille en disant « Je reviens ». Donc il a, résumons, la timidité dont il ne guérit pas. Maintenant, le mal de mer, puis le mal des haubans. C'est-à-dire, il a le vertige, il ne peut pas... 1 mètre dans les cordages, il tombe. Puis, il attrape le mal de Siam, c'est la fièvre jaune. Donc là, il est hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre, juste à côté du bagne. Il est soigné par Madame Dubois, en fait, en cachette, qui lui donne des herbes, qui dit très bien, joliment, « Je ne crois qu'à Dieu et aux herbes, pas à la médecine. » Et puis là, il repart avec le Rochechouart, et là, ça se complique parce que le médecin du bord lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il dit « J'ai les dents qui bougent. » Vous comprenez ce que ça veut dire? Le scorbut.
Et normalement, quand on a le scorbut, à l'époque, on ne connaissait pas encore les citrons qui permettent de soigner le scorbut. On est condamné. Donc là, on le confie à l'aumônier. Charette n'est pas très pieux. C'est pas un mystique déjà, c'est pas un méditatif. Enfin, il prépare la grande traversée, on dit. À l'époque, puisque je parle de la grande traversée, il assiste au retour de l'expédition d'Orvilliers. 5000 morts, blessés, enfin, c'est épouvantable. Il assiste à la victoire de Ouessant. Toutes les femmes de Brest, à l'image de la reine Marie-Antoinette, se coiffent avec un chignon, et sur le chignon, un édifice parlant, la Belle Poule. C'est le bateau de la victoire. Et donc, en fait, Charette est pris dans le mouvement d'exaltation des jeunes marins qui disent « On veut nous faire des mathématiques avec le Bezout 3 tomes. Nous, ce qu'on veut, c'est faire ce que nos pères nous enseignaient depuis des siècles, grimper le long des falaises de craie et prendre la perfide Albion au collet. » Plutôt que d'être des savants, d'être des serviteurs de la France. Et là, il se passe une chose, c'est qu'il y a le directeur de l'école des gardes marines, Monteil, qui dit à Charette, bon maintenant ça suffit, vous n'êtes pas mariner, vous allez vous amariner tout seul. Il lui confie un commandement sur un bateau qui s'appelle l'Écureuil, un cotre ça s'appelle, donc c'est petit, mais enfin il y a quand même 30 tonnes. Charette part, il est terrorisé à l'idée de ne jamais revenir et à l'idée de commander. Et là, la tempête se lève, le mât casse, mutinerie à bord, il entend les marins qui crient « Maman, maman », et il y a un phénomène de transmutation alchimique. Lui qui n'a jamais appris à obéir, il va se mettre à commander. Dans l'urgence, il fait des gestes, vous verrez le chapitre, incroyables. Il reste placide et il dit à ses marins, en désespoir de cause, « Bon écoutez, on est foutus, parce que quand il y a un mât, à l'époque, entre Ouessant et Modène, qui voit Molène voit sa peine, qui voit Ouessant voit son sang. » Bon. Donc les courants font que si vous cassez votre mât, c'est plus la peine. Donc il dit, je fais un vœu, si on s'en sort, on ira tous à pied, en chemise, à Notre-Dame de Recouvrance, porter un cierge, remercier Notre-Dame de Recouvrance. Et la tempête se calme, le bateau dérive dans la nuit, dans le brouillard, et au petit matin, il entend une cloche. Il voit un pêcheur qui s'approche et lui dit « C'est quoi cette cloche ?» Et il dit « C'est la cloche de saint Thomas. » On est où? Dans les Lornes, à Landerneau. Donc le bateau, en fait, a dérivé dans le Goulet. Dans les Lornes, il est arrivé jusqu'à Landerneau. Petite anecdote qui est incroyable. Quand je suis allé là-bas, quand même, je vous invite à réfléchir avec moi à la chose suivante, quand même. Saint Thomas. Donc lui, il dit Saint Thomas d'Aquin. Et le pêcheur lui dit non, Saint Thomas Becket. Et Charette ne connaît pas Saint Thomas Becket. Alors on lui explique. C'est un Anglais, en fait, qui s'est révolté contre le roi. Donc c'est un bon Anglais. Contre le roi d'Angleterre. Et c'est un rebelle. Et donc il y a là comme une espèce d'indice. C'est la cloche de saint Thomas Becket qui signale à Charette, ça y est, vous êtes sauvés. Donc là, ils vont à Recouvrance, comme promis, et tous les matelots de l'Écureuil l'appellent l'Écureuil. Et
tout autour de la rade, le nom de Charette ricoche sur les murs de Brest. Et il est invité partout. On veut voir l'écureuil. C'est-à-dire, on veut voir ce marin qui a sauvé son bateau et ses matelots. Et lui, qui sait qui il est, se dédouble, regarde le personnage qui est en face de lui, qui s'appelle Charette, mais qui n'est pas lui. Alors, il est là dans les salons, il y a toutes les dames qui spamment en disant « Mais vous êtes un héros !» Et il dit « Non, il sait très bien que c'est pas vrai, qu'il est le petit hérisson timide qui n'a jamais franchi la route. » Mais au bout d'un certain temps, il voit que le personnage est avantageux par rapport au réel. Et donc, il se dit, dans la tension entre le personnage et le Charette que je suis, je vais choisir le personnage. C'est moins d'emmerde. Et il va chercher à ressembler à son personnage, et en fait, il va devenir le personnage. Le petit timide devient intrépide, et là, l'amiral Hector, grand ami de Saint-Georges de Montaigu, de la famille Charette, le fait venir et lui dit « Bon, le petit hérisson, t'embarques demain avec l'amiral de la Motte-Piquet sur le Hardy. Pour une mission difficile, une bataille de prise, on va essayer d'intercepter le convoi de l'amiral Rodney qui revient de Saint-Eustache, où il a pillé l'île de Saint-Eustache, aux îles du Vent. Et donc, Charette, c'est sa première bataille, ça sera sa première prime, participe glorieusement à la bataille de Saint-Eustache, et l'adversaire, c'est Rodney, évidemment. Rodney, c'est un marin de légende pour les marins français. Et il revient avec la Motte-Piquet. Il se retrouve dans la grande chambre avec la Motte-Piquet qui le félicite parce qu'il a participé à la prise dans des conditions qui lui valent évidemment un salut magnifique de toute la population de Brest à son retour.